je vais délivrer le dernier cours donc, sur le flot orocyclique. Et ce soir, Abdou Karim Sané viendra pour revenir sur une première partie qu'on a déjà fait sur les surfaces. Donc pour un peu nous familiariser avec les surfaces. Donc cette partie-là s'inscrit dans la continuité donc, de l'exposé de Orlandesberg, parce que Orlandesberg a commencé à un peu nous parler de propriétés topologiques du flot orocyclique, en faisant le lien avec certains points limites que Abdou Aziz Diop nous avait aussi permis de savoir que l'ensemble limite qu'on avait défini, donc je me mets sur H où D, c'est pareil mini de la métrique hyperbolique. Donc cet ensemble-là, on l'avait appelé ensemble limite. Donc c'est l'ensemble des points d'accumulation d'un groupe fonctien. C'est l'ensemble des points d'accumulation d'une orbite, d'une orbite quelconque, donc sous gamma. Alors, oui, c'est un point limite, un point d'accumulation, on l'appelle un point limite. Un point d'accumulation, c'est un point d'accumulation qu'on appelle un point limite. Donc un point qui est dans cet ensemble-là, on l'appelle point limite. Et Abdou Aziz avait bien montré que l'ensemble limite se décomposait en 4 classes. Cette classe-là, c'est la classe des points orocycliques. On l'appelle les points orocycliques. Point limite donc orocyclique. Cet ensemble-là, c'est l'ensemble des points paraboliques. Et cet ensemble-là, c'est l'ensemble des points discrets. Et cet ensemble-là, on l'appelle l'ensemble des points irréguliers. Cette décomposition se faisait suivant le comportement d'une orbite par rapport aux orocycles. Donc, lorsqu'une orbite entre à l'intérieur de tout orocycle, on dira que c'est orocyclique. S'il y a une isométrie qui fixe un point et qui laisse invariant un orocycle, c'est un point parabolique. Un point discret, c'est que quel que soit l'orbite que vous prenez, l'intersection avec l'orbite a un nombre fini de points. Et point irrégulier, c'est tout ce qui reste, tout ce qui n'est pas irrégulier. Plutôt, tout ce qui n'est pas discret, parabolique et orocyclique. Et Orlandesberg nous avait dit que, en fait, tous ces points-là sont liés, tout le reste des points, quand vous enlevez les points orocycliques, et même plus que ça, parce que d'une manière générale, même si je prends le bord à l'infini, et j'enlève les points orocycliques, tous ces points-là, ils sont associés, c'est des extrémités de géodésique, et ces géodésiques-là, on l'appelle des géodésiques quasi-minimisantes. Il avait montré donc que il avait montré donc le lien qui existait entre les points orocycliques et une orbite dense. Donc une orbite est dense si et seulement si l'extrémité qui lui est associée est un point orocyclique. Cette correspondance-là, nous allons essayer de continuer cette correspondance-là. Peut-être qu'on ne fera pas toutes les preuves de correspondance, mais au moins un, à savoir les points paraboliques. Donc,
Donc ça, c'est, comment on l'appelle encore, le plan de mon exposé d'aujourd'hui. Je commencerai à donner un autre point de vue, parce qu'il y a le point de vue géométrique que j'avais donné, et à la fin du cours, je discute un peu avec Khadim sur le point de vue groupe, où c'est la matrice triangulaire supérieure qui correspond au flot horocyclique. Ça, c'est le point de vue groupe. Je vais donner un point de vue linéaire, peut-être qui va nous permettre de faire qui va nous permettre de faire des calculs plus simplement. Donc, je commencerai mon exposé par traduire donc le flot horocyclique en un autre point de vue, c'est le point de vue linéaire. Alors, pour ce faire, donc, comme je l'indique, je considère donc l'action de SL2R sur l'action de SL2R sur donc ce que j'appelle E, cet ensemble-là, cet E-là, cet ensemble E, comme vous le voyez sur l'écran, n'est rien d'autre que R2, j'enlève 0, et je quotiente par plus ou moins l'identité, disons. Donc je vais dessiner là. Oui, peut-être aujourd'hui je ferai moins de dessins que la fois passée. Je disais la fois passée que, en fait, la géométrie que nous faisons, l'utilisation, donc le recours au modèle de points carrés permet donc de faire les preuves par visualisation, ce que j'appelle par visualisation, par des dessins peut-être qui sont plus accessibles. Donc aujourd'hui, je vais passer à un peu de calcul. Donc, j'enlève 0 et je quotiente donc par donc ce vecteur-là et ce vecteur-là sont dans la même classe. Alors, comment je vais traduire comment je vais faire le lien donc entre le flot horocyclique et l'action donc de le flot horocyclique, je veux dire le flot horocyclique, c'est le fibré unitaire tangent de la surface. Je rappelle que mon groupe, c'est un groupe sans torsion, c'est un groupe aussi non élémentaire. Alors, comment faire maintenant le lien donc de l'action donc du, comment on l'appelle encore, je prends l'action du flot horocyclique, comment faire ce lien-là avec l'action d'un sous-groupe donc discret de SL2 de R sur gamma. Je vais dire dans la suite comment gamma agit sur E et comment faire le lien. Donc pour ce faire, je vais commencer par définir cette fonction-là, qui est capitale. Et cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait plutôt? Cette fonction-là prend un... Donc, je considère donc un V tilde ZV qui est dans le fibré unitaire tangent du plan. Donc, c'est un V. Donc, un V comme ça. Ça, c'est V tilde. Je vais noter V tilde. Son point de base, c'est Z. Je vais expliquer que le flot horocyclique, c'est simplement le déplacement de ce vecteur-là orthogonalement le long de cette trocycle-là. Et ce point-là, je l'avais appelé V+. Alors, donc, à ce vecteur, à cette trocycle-là, cette trocycle que je vais noter, V plus Z, ça c'est un horocycle, je vais associer donc un vecteur V que je note grand V. Donc, et c'est ça l'application que j'ai définie pour dire qu'à un élément de T1H, j'associe un élément de E. Et cet élément de E-là est défini ainsi. La première remarque qu'on fait, c'est que cette application-là, phi, est surjective. Cette application-là, phi, donc, je peux dire que cette application-là, phi est surjective, est constante
sur les horocycles. Des remarques. C'est subjectif, je pense très bien que c'est évident. Quand vous prenez un vecteur, V, vous cherchez 1 ici, et vous projetez, vous obtenez le X. Donc, cela veut dire que vous obtenez le V+. Et donc, la norme de ce vecteur-là correspond à cette quantité-là, correspond à la quantité qui reste. On a X, 1, et ce qui reste, ça correspond, donc plutôt, c'est ça qui correspond avec la norme du vecteur, parce que je normalise le vecteur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que aussi, si je prends, bon, ça c'est une petite remarque que je fais avant d'avancer sur une autre remarque, c'est constante sur les horocycles. C'est constante sur les horocycles simplement, c'est que quand je prends un autre vecteur, donc U tilde, ce U tilde là a même extrémité que V+. V tilde et V+ ont même extrémité. Et que, deuxièmement, que le cocycle de Guzman, c'est une ligne de niveau, puisque c'est une ligne de niveau, donc il y a égalité. Donc, ce qui fait que sur un horocycle, la fonction là, elle est constante. Là, une petite remarque simplement, que lorsque je prends le vecteur là, E2, parce que R2, je vais le munir de sa base naturelle, 1, 2. Si je prends ce vecteur-là en tant qu'élément donc, de T1H, c'est-à-dire que je veux dire ça, le V, il prend comme origine I, et sa direction, la direction de, donc je fais V tilde de 0, c'est égal à I, et V tilde de infini, ce que j'appelle V tilde ou V+, je l'ai appelé V+, égale à infini. Pour cette direction-là, on voit exactement que c'est E2, c'est plus ou moins E2. Donc, pour parler de la classe. Alors, ça, c'est la deuxième chose que je fais comme remarque. Alors, je vais maintenant définir, expliquer comment est définie l'action. L'action donc de PCL2 de R ou de SL2 de R, donc comment c'est défini, ou bien d'un sous-groupe, comment c'est défini sur E. Alors, c'est pourquoi j'énonce cette proposition-là, proposition. Pour tout gamma dans PCL2 de R et V tilde appartenant à T1H, nous avons cette égalité-là qui nous permet de définir l'action donc de PCL2 de R sur E. Nous avons phi de gamma de V tilde, ça c'est égal à gamma de phi de tilde. Donc on a cette égalité-là. Alors cette proposition-là, nous allons essayer de le prouver. Nous commençons par le prouver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a l'action donc de PCL2 de R sur T1, sur le fibré unitaire tangent, qui est simplement transitif. Je crois que soit c'est dans les exercices de comment on l'appelle encore, de Khadim et de trucs, que chaque fois que je prenne un vecteur, un élément de T1H, je peux l'amener sur E2. Donc, je peux ce que j'appelle l'amener sur E2. Finalement, donc, montrer cette égalité-là revient à montrer que phi de gamma de E2, plus ou moins E2 si vous voulez, c'est égal à gamma de phi de E2. Ça revient à faire ça.
Alors, dans ces exercices-là aussi, j'ai vu qu'on peut faire ce qu'on appelle la décomposition d'Iwasawa. La décomposition, tout élément donc, quel que soit gamma dans PCL2 de R, il existe, il existe K qui est dans cet ensemble-là, cosinus de θ moins sinus θ, cosinus θ, sinus θ, l'ensemble des rotations. Hein? Oui, ici c'est sinus θ, cosinus θ, excusez-moi. Θ dans R, il existe donc K, il existe N qui appartient à cet ensemble, à ce sous-groupe-là, que j'appelle lambda 0, 0, lambda moins 1, lambda supérieur à 0. Et je vais l'appeler, donc ça je vais l'appeler A, et ça je vais l'appeler N naturellement. 1, T, 0, 1, T appartenant à R, tel que A. Excusez-moi. C'est bon. Ouais. Tel que gamma s'écrit sous forme de, comment on l'appelle, de composé de ces éléments. Je vais essayer donc d'appliquer donc ce gamma comme ça et de faire mes calculs. Alors, donc je commencerai à essayer d'évaluer qui est gamma de phi de E2. Cette quantité-là. Phi de E2. E2, je viens de dire la petite remarque que je venais de faire ici, que phi de E2 égale à E2. Je viens de faire la remarque pour dire que phi de E2 égale à E2. Donc ça, c'est gamma plus ou moins E2. Et qu'est-ce que je fais? Je remplace simplement par la quantité Kn de plus ou moins E2. Et je vais regarder maintenant ce que ça va donner. Alors, si vous regardez N, ce n'est rien d'autre qu'une translation. Puisque c'est une translation, ça conserve E2. Et si on prend A maintenant, A, qu'est-ce qu'il fait? A, donc ça, très rapidement, c'est Ka plus ou moins E2. Et A, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie donc par lambda au carré. La première colonne, c'est bon. Voilà, donc c'est ça. Et ça donne donc ici lambda plus ou moins lambda K, E2. J'enlève les trucs. Et ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? K, je compose avec la K, je calcule. C'est un calcul matriciel simplement. Et ça donne simplement plus ou moins lambda cosinus θ, lambda sinus θ. Et donc je garde cette égalité-là. Non. Le cas, il fait une rotation θ. Donc là, est-ce que c'est lambda cos θ? Bien sûr. Si vous prenez K, c'est ça, n'est-ce pas? Vous le multipliez par? Ah non, oui, pardon, tu as raison. C'est un calcul. Non. La rotation θ, considération θ, c'est bon, oui. Alors, qu'est-ce que je fais après? Donc, je garde cette égalité-là et je vais l'autre. Donc, gamma phi de, je prends donc phi de E2. Phi de E2, comme je viens de dire, c'est quoi? Plutôt, gamma de, je suis là donc, gamma de E2. Donc, c'est phi de gamma de E2 que je vais évaluer. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? En utilisant donc cette équation-là, plutôt l'application, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient plus ou moins exponentielle de le cocycle de Guzman en gamma de infini de I et gamma de Z. J'écris simplement mon, comment on l'appelle encore?
gamma de infini au carré plus 1, n'est-ce pas? Et la matrice maintenant, c'est gamma de infini et 1. Z? Oui, ZCI, j'ai déjà dit ça. Ah oui, ZCI, j'ai déjà dit ça. Oui, ZCI. Alors, qu'est-ce que je fais après maintenant? Ce que je fais, ça, je le calcule simplement. En faisant quoi? En agissant sur le gamma d'abord. Alors, je vais utiliser les propriétés présentes dans le TD qu'Aziz avait vous distribué sur le cocycle de Guzman. Et ces propriétés-là, qu'est-ce que disent ces propriétés-là? Nous dit que, en fait, si je prends le cocycle de Guzman, bêta gamma de I et gamma de I, je peux faire ce qu'on appelle donc cette relation-là, en composant par gamma moins 1. Quand je compose gamma par moins 1, c'est gamma, j'ai infini, gamma moins 1 de I et de I. Ça, je l'ai. Alors, ce qui fait que ça, c'est moins bêta infini de I, gamma moins 1 de I. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? On applique, comme tout à l'heure, gamma. Gamma, c'est CAN. L'opposé de CAN, c'est gamma moins 1, c'est N moins 1, A moins 1, K moins 1. Alors, je vais appliquer donc ça. Et si en appliquant ça, qu'est-ce qui va me rester? Gamma moins 1, K, c'est une rotation. Son inverse aussi, c'est la rotation qui fixe I. Donc ça laisse I invariant. Donc ce qui va me rester, c'est N moins 1, A moins 1 de I. Et qu'est-ce que fait maintenant N moins 1? N moins 1, c'est une translation aussi. Puisque c'est une translation, ce qui va rester, c'est A moins 1 simplement. Je translate donc le point, ce qui me reste, c'est A moins 1. Finalement, donc, qu'est-ce que j'obtiens? Que cette quantité-là, c'est égal à, si je fais les calculs, ça, c'est égal à ln de lambda au carré. Ça me donne ln de lambda au carré. Je reviens donc sur le calcul que je faisais tout à l'heure. C'est phi de gamma plus ou moins de E2. Ça donne quoi? Ça donne finalement que, donc, j'ai exponentielle de ça, c'est plus ou moins, il y a un 2 que j'ai oublié, je pense. Il y a un 2 que j'ai oublié, c'est un demi. Vous voyez donc l'expression, c'est un demi, il y a un 2 que j'ai oublié ici, c'est un demi ici, qui fait disparaître le 2 ici, et ça me donne lambda simplement sur cette quantité-là. Donc, ça donne cette quantité-là, gamma infini au carré, plus 1. Et donc, j'avais dit, qu'est-ce que fait maintenant gamma de infini? Gamma de infini, si on prend gamma de infini, gamma de n de gamma, n de infini, c'est infini. A de infini, c'est infini. Il reste simplement K. Donc, c'est K de infini qui reste ici, et 1 là. Vous voyez? La translation que tu fais ici, c'est modulo un vecteur donné ou bien quoi? Ou bien en fait, oui, modulo le vecteur, c'est le vecteur E1. Cette application, 1T1, ça c'est Z plus 1. Si vous traduisez, c'est Z plus T. C'est l'application qui a Z, on associe Z plus T. Alors, donc j'ai cette égalité-là. Et ensuite, on a quelle égalité que je n'ai pas... on a cette égalité-là.
alors il faut comparer maintenant ces deux vecteurs-là. Et la comparaison de ces deux vecteurs-là, c'est d'abord, ce vecteur-là, il est à une direction θ par rapport à l'axe horizontal, plutôt par rapport à l'axe donc comment on l'appelle encore, l'axe vertical. Et quand je fais k infini donc tourne donc la direction infinie à un angle θ. K c'est égal à, comment on l'appelle encore, k c'est cosinus θ, etc. Donc ça tourne d'une direction θ. Donc ce qui fait que ces deux vecteurs-là ont la même direction. Les deux vecteurs ont la même direction. Ce qui reste maintenant, c'est de regarder quelle est la norme de ces deux vecteurs-là. La norme de ces deux vecteurs-là, il est évident que la norme de ces deux vecteurs-là, c'est égal. Parce que ici, c'est gamma de... Ça, on a déjà dit, c'est gamma de infini. Ça, c'est égal à gamma de infini. C'est gamma de infini que j'ai calculé ici. Donc, ça sur ça et ça se neutralise. Il ne restera que module de lambda. Et donc, ici, c'est module de lambda. Donc, ce qui fait qu'il y a égalité. Donc, on vient de définir donc de montrer que PCL2DR, ça agit donc sur, comment on l'appelle encore, l'action de PCL2DR sur E. L'action de PCL2DR sur E est définie ainsi. Donc, je prends gamma d'un vecteur, c'est gamma d'un vecteur V. Gamma d'un vecteur V, c'est gamma de phi tilde de V. Et ça, c'est défini par cette quantité-là qui est égale à psi de gamma de. Et c'est ainsi que se définit cette action-là. Alors, donc, une fois qu'on a ça, l'action est continue. Alors, je voulais faire beaucoup de détails. Je ne sais pas si j'aurai le temps, beaucoup de détails pour les étudiants, surtout. Et j'ai consommé combien de minutes? Alors, non, plus d'une heure. Il reste 2 heures. Non, il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. Oui, là, merci beaucoup. Hein? Il doit aller jusqu'à 12h15. Oui, c'est bon donc. Oui, c'est bon. Alors, donc, on y va. Donc, l'application, ça c'est un corollaire que je vous laisserai voir. L'application, je tire donc de ça que l'application phi est continue. Donc, pour faire simplement la preuve, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que c'est de montrer que c'est continu par comment on l'appelle, en prenant une suite, donc en faisant donc la propriété de l'application, c'est séquentiel, donc et on a le résultat. Alors, donc, une fois que nous faisons ça, nous pouvons dire donc que, en fait, il y a l'action, donc si je prends un sous-groupe, donc gamma de PCL2 de R, donc il y a dualité, donc le E, je l'avais, il y a quelque chose que j'ai sauté un peu, parce que j'ai défini E, et je dois vous dire, en faisant la remarque, il y a une conclusion que je devais faire. J'ai déjà dit que phi est constante et surjectif. Et surjectif, je vais dire, et surjectif est constante sur les eurocycles. Alors ça me permet de montrer, de définir phi comme étant une application qui est de faire une surjection. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'ensemble donc des eurocycles, donc je prends donc TH1
et je le quotiente par par le flot horocyclique. Autrement dit, je les prends par paquet, je prends par horocycle. Les horocycles, donc, je prends donc les vecteurs. Au lieu de considérer vecteur par vecteur, je vois l'horocycle. Donc, ainsi, il existe donc une bisection entre E et donc l'ensemble de ces vecteurs-là. Donc, je crée une bisection entre E et l'ensemble de ces bisections. Alors, donc, finalement, donc, si je considère l'action d'un sous-groupe de PCL2 de R, donc, si je prends l'action d'un sous-groupe gamma qui agit sur PCL2 de R, plutôt un sous-groupe de PCL2 de R qui agit ici, ça correspond simplement par dualité à E que je vais assurer gamma, le gamma correspondant. Donc, voir donc une orbite HR, le flot horocyclique donc sur T1 sigma qui est égal à T1H sur gamma, ça revient à voir l'action de gamma d'un sous-groupe donc de PCL2 de R, si on veut, sur E. Et c'est ainsi donc que je vais lire le flot horocyclique sur le fibré unitaire tangent. Le flot horocyclique sur le fibré unitaire tangent devient donc l'action de gamma sur E. Donc l'action de gamma sur E. Et c'est ça que l'on appelle donc le point de vue linéaire. Donc on a cette correspondance-là, et ça c'est le point de vue linéaire qu'on regarde. Donc dans mes preuves, peut-être qu'au lieu de considérer une orbite horocyclique comme ça, géométriquement, je vais considérer donc une orbite gamma de V et V qui est dans E. Alors, donc une fois que nous avons ça, donc cette correspondance-là que nous venons de faire, donc maintenant, l'objet principal donc de ce dernier cours-là, comme l'a fait Or, c'est de voir quelles sont les propriétés d'une orbite horocyclique. Si je prends un V qui est dans le fibré unitaire tangent de la surface, quelle est la nature horocyclique, quelle est la nature topologique de cette orbite-là? C'est ça l'objet de notre étude, et qu'il a montré, comme je le disais tout à l'heure, que si l'extrémité correspondante ici, c'est une extrémité horocyclique, donc dans ce cas-là, l'orbite, elle est dense. Qu'en est-il maintenant pour les autres points? Qu'en est-il pour les autres points? Il a déjà montré ça. Qu'en est-il pour les autres points? Les autres points maintenant font l'objet donc de la suite. Alors, ça c'est le premier théorème que Or nous a démontré. Donc, on a un point horocyclique, ça correspond à une orbite dense dans l'ensemble non errant. Alors, ce que nous allons essayer de faire, c'est de démontrer le deuxième théorème. Le deuxième théorème, c'est de dire que si le point est parabolique, est un point parabolique limite, alors l'orbite est un point, plutôt l'orbite est périodique. C'est ça ce que nous allons essayer de montrer en deuxième temps. Donc, c'est la deuxième classe de points limites. Alors, d'une manière générale, je vais définir ce que c'est quand est-ce qu'une orbite est périodique. Une orbite est périodique lorsqu'il existe un T positif tel que phi T pour l'orbite, phi T de X, je m'étais placé ici, je prends un X. Ce X-là est périodique pour un flot phi T. S'il existe un T supérieur à 0, tel que phi T de X égale à X. C'est ça une orbite périodique. Alors, donc nous allons essayer donc de prouver ce théorème-là. Alors, je vous écoute s'il y a des questions aussi, si tout est clair maintenant, je peux continuer. Donc, ce n'est pas la peine que je réécrive le théorème.
Donc, ce que je vais faire, je vais montrer dans un premier temps que 2 est équivalent à 3. Je vais montrer donc que 2 est équivalent à 3. Alors, pour montrer que 2 est équivalent à 3, je prends donc un élément quelconque de mon fibré unitaire tangent du plan hyperbolique. Et donc, je rappelle que c'est ça que j'appelle, c'est la projection pi de TH vers T1 sigma sur gamma. Donc, un élément ici, j'associe un V que je vais écrire pi de V de tilde. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je considère donc que l'orbite est périodique. L'orbite est périodique, donc ça veut dire qu'il existe un T. L'orbite est périodique. HR de V périodique entraîne qu'il existe un T, comme je l'ai dit, supérieur à 0, tel que HT de V est égal à, c'est une équivalence même, HT de V est égal à V. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je retourne sur, en fait, le fibré unitaire tangent du plan hyperbolique, ça veut dire qu'il existe un gamma qui est dans gamma tel que HT tilde de V est égal à gamma de V. Ça, c'est ce que cela veut dire. C'est ce que cela veut dire. Alors, tilde, excusez-moi. Ça, c'est des tildes, c'est des éléments de fibré unitaire tangent. Pour ceux qui ne sont pas habitués, est-ce que pour vous, ça, c'est clair? Alors, qu'est-ce que je fais après maintenant? Ce que je vais faire, c'est de dire maintenant que j'ai cette égalité-là, je vais appliquer simplement mon phi. Quand j'applique mon phi, j'obtiens que phi de h t tilde de v, c'est égal à phi tilde de gamma de v tilde. Et ça, j'avais dit que ça, c'est égal à gamma de v tilde de v. On l'a montré par la proposition. Et puisque phi est constante sur les horocycles, donc j'ai phi de, parce que ça c'est sur le même horocycle, le flot horocyclique, il ne fait que translater V le long de l'horocycle. Donc ça veut dire simplement que ça c'est phi de V qui est égal à gamma phi de V, phi de mon V. Et ça c'est la première partie de ces deux équivaut à 3. Alors, pour le reste maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer que 3 équivaut à 1. 3 est équivalent à 1. 3 est équivalent à 1, ça veut dire quoi? 3 est équivalent à 1, je vais traduire donc. 3, ça veut dire simplement que gamma de phi de mon ipsi de phi de V égale à ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est égal à, par définition de mon application phi, ça veut dire que gamma de phi de V plus égale V plus, c'est égal à ce point-là, et que le cocycle de Guzman de mon V plus, de I, si vous voulez, de gamma, je peux commencer par là, de gamma de V plus, de I et de gamma de mon Z, je vais prendre donc V égale à ZV. Ça, c'est égal à le cocycle de Guzman basé en V plus de I et de Z. Alors, je traduis simplement. Oui, gamma moins 1.
Non, j'ai écrit simplement cette égalité-là. Ça, j'écris ça et ça, l'égalité. Je suis simplement dans l'égalité. Vous êtes habitué à ça, mais c'est pourquoi vous allez plus vite que les autres. Mais d'abord, je traduis donc l'égalité. Ensuite, maintenant, je vais appliquer, comme vous dites, gamma, gamma moins 1. C'est bon? C'est bon. Oui, c'est ça. Alors, j'applique gamma moins 1 ici. C'est gamma moins 1 ici que j'applique. Ça me donne V plus de I et de Z. Plutôt, c'est gamma moins 1. C'est gamma moins 1 de I. Le premier membre de l'égalité. C'est le premier membre de l'égalité que je traduis, qui me donne ça, BV plus de I et de Z. C'est le premier membre de l'égalité que je traduis. Si je traduis le premier membre de l'égalité maintenant, je vais introduire I ici en appliquant les propriétés. Et ça me donne V plus de gamma moins 1 de I plus V plus de quoi? De I et de Z égale à V plus de I et de Z. Et ça, je vois que c'est égal à 0. Autrement dit, gamma moins 1 de I et de I, ils sont sur un même horocycle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est équivaut, tout ça c'est des équivalences, ça équivaut à dire que j'ai gamma de V plus égale V plus, et j'ai V plus de I, je peux l'écrire ici, gamma moins 1 de I égale à 0. Ça, c'est égal à 0. Alors, la première égalité veut dire que gamma fixe V plus. Et la deuxième égalité montre que gamma laisse invariant l'horocycle qui passe par I. Et donc, par la caractérisation de point horocyclique, donc ça, c'est un point, plutôt, de point parabolique, ça, c'est un point parabolique. Donc, ça, c'est un point parabolique. Donc, ce qui met fin à ce théorème-là. Alors, les deux autres théorèmes, je vais vous énoncer ces deux, c'est-à-dire que je vais vous montrer les deux autres théorèmes, mais je ne vais pas les démontrer. En fait, en réalité, ce qu'il y a, c'est le troisième théorème qu'il faut démontrer, mais le quatrième théorème se déduit des autres théorèmes. Parce qu'on a déjà dit qu'une orbite irrégulière, l'orbite irrégulière, je rappelle que c'est ce que Orr appelait la fois passée non maximale orbite. Alors, à ma connaissance, la terminologie orbite irrégulière, parce que là aussi, on a donc des orbites qui sont denses, des orbites donc périodiques dont je viens de parler. Ces orbites-là, qui sont des orbites fermées et non compactes, parce qu'une orbite périodique, elle est fermée et compacte. Ça, c'est des fermées non compactes. Tous ceux qui ne sont pas denses, tous ceux qui ne sont une orbite irrégulière n'est rien d'autre qu'une orbite qui n'est ni dense ni fermée. C'est ça que l'on appelle une orbite irrégulière. Alors, à ma connaissance, le premier auteur qui a parlé de l'orbite irrégulière, et pour la preuve de ce théorème-là, je vous renvoie à son papier, et parce qu'il utilise d'autres classifications que nous n'avons pas évoquées dans notre cours, c'est Starkov, dans un papier de 1995, Fission Group of Dynamical Viewpoint. Dans ce papier-là, il démontre donc ces équivalences-là. Alors, il utilise une autre classification, ce qui m'amène à faire une petite digression, pour peut-être que j'attendais la pause pour en discuter avec Valdez. Mais en fait,
qu'est-ce qu'on appelle... Oui, je dis une petite digression c'est pas pour aller loin, mais je peux te laisser. C'est-à-dire que la notion de, comment on l'appelle encore, trajectoire divergente et la notion de trajectoire non divergente. Peut-être que nous n'avons pas la même terminologie, parce que pour moi, une trajectoire est divergente lorsque son extrémité n'est pas sur l'ensemble limite. Donc je peux avoir, c'est-à-dire que du point de vue comportement, du point de vue dynamique, si j'ai une trajectoire donc géodésique, si j'ai une trajectoire géodésique, il peut arriver beaucoup de choses. Cette trajectoire peut avoir plusieurs comportements. Les comportements que ça peut avoir sur la surface, c'est-à-dire qu'il peut aller et revenir infiniment sur un compact. Dans ce cas-là, le point qui lui est associé, on l'appelle un point conique, qu'on n'a pas évoqué ici. Maintenant, il existe des trajectoires qui sont non divergentes et qui peuvent partir peut-être qu'à l'infini ou qui peuvent perdre assez de temps. Ce sont peut-être que les trajectoires même, comment on l'appelle encore, qui sont liées aux orbites périodiques et aux orbites, comment on l'appelle encore, irrégulières. On aura le temps donc d'en discuter, peut-être. Alors, donc ceci étant dit, donc nous avons fait, en résumé, si vous regardez bien, ce que nous avons fait, c'est que si nous prenons un groupe, on peut classifier donc l'ensemble limite à des points horocycliques, points discrets, points paraboliques et points irréguliers. Et à ces points-là, ils correspondent, il y a une correspondance. Ces points-là correspondent aux orbites qui sont ni fermées, ni denses dans l'ensemble non errant. Ces points-là, ils correspondent aux orbites qui sont périodiques, aux trajectoires, donc je veux dire, qui sont périodiques, horocycliques, je veux dire. Ça, c'est l'orbite horocyclique. Et à ces points-là, donc, ça correspond les trajectoires qui sont fermées et non compactes. Et au reste, maintenant, ça correspond les trajectoires qui sont denses. Donc, nous avons cette première type de classification. Cette première type de classification nous permet de sortir du lot un certain nombre de deux orbites. Parce que tout à l'heure, je vais parler, et le titre, c'est de parler de l'adhérence d'une orbite. Si ces deux orbites-là, j'évacue ces deux orbites-là, parce que ces deux orbites-là, c'est des orbites qui sont fermées. C'est des orbites qui sont fermées. Il me reste les orbites horocycliques qui ne sont pas denses, mais qui sont denses, les orbites horocycliques, et je sais exactement, puisque c'est dense, leur adhérence, c'est égal à l'ensemble non errant. Ça, je connais. C'est-à-dire que leur adhérence contient toutes les orbites. L'adhérence, donc, c'est dense, ça contient toutes les autres orbites, que ça soit horocyclique, comment dirais-je, que ça soit périodique, ou d'une manière générale fermée ou irrégulière, l'adhérence contient toutes ces orbites-là. Ce qui reste maintenant, ce sont ces orbites-là, que je ne connais pas bien. Pour ces orbites-là, alors, il faut essayer d'étudier leur adhérence. Leur adhérence, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pourquoi la fois passée, dans l'introduction du cours que j'avais parlé, j'avais dit que cette adhérence-là, ça se décompose en deux parties, en l'ensemble oméga limite et alpha limite. Donc toute la question est de savoir dans cette union-là, qu'est-ce qu'il y a dans cette union-là. Et la première question maintenant qu'on se pose, c'est que, est-ce que cette adhérence-là est minimale? Alors, je vais définir ce que c'est. Je vais rappeler donc ce que c'est qu'un ensemble minimal. Oui, allez-y. Pour revenir sur les cas périodiques, parce que j'ai un peu du mal à arrêter
Oui. Oui. Est-ce que tu peux avoir l'orbite horocyclique qui est fermée, qui va mourir dans le casque? Exactement. D'ailleurs même, les points périodiques correspondent à ces cusps-là. Les points périodiques, ils correspondent à ces cusps-là. La présence de cusps veut dire qu'il y a des orbites périodiques. Mais donc, si plutôt de fermé, qu'est-ce fermé? L'orbite est fermée. Non compact ou compact? Je veux dire périodique. L'orbite est périodique fermée. Donc, si vous prenez une orbite périodique, ça correspond vraiment à un cusp. Donc la trajectoire horocyclique va dans le cusp. Mais ça devient de plus en plus petit. Petit, ça devient infini. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que pour moi, ça, ce n'est pas divergent. Divergent parce que divergence, je n'ai aucun contrôle sur ma trajectoire. Et alors ici, pour moi, je reste toujours sur ce que j'appelais la fois passée, comment dirais-je, le cœur convexe. Je reste toujours sur le cœur convexe de la surface. Donc, c'est ça ce qu'il dit que ça devient de... C'est l'orbite que vous dites ou bien la surface? Quand tu utilises le flow géodésique, ça devient de plus en plus petit, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas. L'orbite, si elle est périodique, elle est de longueur donnée, en fait. De longueur donnée, mais je veux dire, quand tu appliques maintenant le flow géodésique à ce truc horocyclique qui est fermé, ça devient de plus en plus petit, n'est-ce pas? Appliquer comment? Qu'est-ce que vous appelez appliquer? Okay. Moi, je croyais que vous parlez de la surface. Que fait le flow géodésique aux orbites horocycliques? Ça les contracte, ça les rend de plus en plus petits. Ou bien je ne comprends rien alors? Donc, ce qu'il faut comprendre, d'abord, moi aussi, si je comprends bien votre langage, c'est que moi, je suis pour essayer de traduire, je suis dans la variété fortement stable. Oui, fortement stable. Je suis dans... Fortement stable. Oui. Si je prends le flow géodésique de ces points qui sont fortement stables, ça rapproche de plus en plus. Oui, si c'est comme ça, oui, c'est ça. Donc, si tu as une courbe fermée, tu appliques le flow géodésique, ça devient de plus en plus petit. Oui. Bon, ça, je ne peux pas vous dire exactement, mais si vous traduisez comme ça, si vous avez un flow, si vous traduisez par la variété fortement stable, oui, ça devient comme ça. Oui. Sauf que, en fait, je fais parfois attention aujourd'hui, je vais évoquer même ce résultat-là, que, en fait, la variété fortement stable peut différer de la trajectoire. En fait, quand on est dans une dimension finie, plutôt pas dimension finie, quand on est en géométriquement fini, parce que moi je suis géométriquement fini. Voilà, géométriquement fini. Oui, et sous contrôle de Sergio, il me dit que c'est pas, parce qu'on a du mal même à démontrer aujourd'hui que c'est vraiment égal. Il y a la thèse d'Alexandre qui a montré que dans le cas géométriquement infini, il existe un exemple où l'orbite horocyclique est entièrement dans la variété fortement stable. Et que ce qu'on a fait affirmer dans la thèse ou un peu partout, que dans le cadre géométriquement fini, l'orbite horocyclique, c'est égal exactement à la variété fortement stable. Aujourd'hui, je mets un bémol. C'est ça, ouais. Dans ma tête, c'est géométriquement fini. Oui, allez-y. Est-ce que l'adhérence de HR ici, ça peut avoir un intérieur? Je sais pas si l'adhérence de HR2V. Oui. Ça peut avoir de l'intérieur ou pas? L'adhérence de HR2V, oui, c'est une question de ça. Toutes ces questions-là, c'est des questions pertinentes. Je ne me suis pas pensé, est-ce que toujours l'intérieur est non vide? Tout ce que je peux te dire, c'est que, en fait, cette adhérence-là, d'une manière générale, une adhérence se décompose comme ça. Et que si ça se décompose comme ça, comment on l'appelle encore, tout ce que nous on essayait de savoir, à part l'orbite, qu'est-ce qu'il y a dans l'adhérence? Les deux autres parties, c'est quoi? Alpha,
Oui, alpha H d'ailleurs, vous êtes venu un peu en retard, je l'avais défini. C'est-à-dire que c'est, si je prends, oui, c'est alpha de H, si je prends alpha de H, c'est l'ensemble des oméga, si vous voulez, qui sont dans T1, Z, tel que la distance. Donc, je suis sur la distance sur la surface. Donc, tel que H. Donc, il existe donc une suite Tn, si vous voulez, appartenant à R, tel que H, R de V converge vers W lorsque n tend vers plus l'infini. C'est les points d'accumulation, donc. C'est les points d'accumulation de l'orbite. Hein? HTN de? Ah oui, oui. Tn tend vers plus l'infini, donc. Donc, c'est une question simple par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Dans le cas géométriquement infini, le cyclique, ce n'est pas exactement la variété forte. Ça, on le sait aujourd'hui. Ce n'est pas fortement, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Il y a un exemple, et je voulais, à la fin de ce cours-là, de faire une conjoncture et de dire peut-être que pourquoi le cas où on n'a pas, ce n'est pas égal. En fait, il y a une notion que je dois définir, et cette notion-là, si je le définis, je dis pourquoi je vais faire le truc. C'est bon. Oui, c'est ça ce que je ne voulais pas pour le moment. J'y arrive. Sergio, j'arriverai à finesse asymptotique. Permettez-moi d'arriver à finesse asymptotique. Alors donc, voilà justement ce qu'il dit, c'est que je vais essayer d'introduire donc la notion donc de finesse asymptotique pour continuer. En fait, pour dire que cette partie-là, c'est terminé, donc j'ai la correspondance entre les orbites et les points. Ce qui reste maintenant, que j'étais en train de dire, c'est l'existence donc d'ensemble minimal. Et qu'est-ce que nous entendons par un ensemble minimal? Donc, je dis une partie A incluant l'ensemble non errant. L'ensemble non errant, c'est pour toutes les trajectoires qui sont non divergentes pour moi. Alors, une partie A est dit HR minimal. Si elle est fermée, non vide, H, R invariant, et il n'existe aucune sous-partie B de A ayant les mêmes propriétés. Alors, on peut le traduire en disant que l'orbite de tout point de A est dense dans A. L'orbite de tout point de A est dense dans A. Et alors, vous voyez pourquoi, donc, on passe donc aux premières, si vous voulez, comment on l'appelle, critères d'irréductibilité pour un dynamicien. L'irréductibilité, je crois que ce sont des propriétés fondamentales ou bien c'est des choses que les dynamiciens aiment. Alors, donc, ça c'est la définition donc d'un ensemble minimal. Alors donc, une orbite fermée est un ensemble minimal. Une orbite dense n'est pas forcément un ensemble minimal.
mais ça peut être minimal. Ça peut être minimal. C'est minimal dans le cas où toutes les orbites sont évacuées. Toutes les autres orbites sont évacuées, il ne reste que donc les orbites denses. Si les orbites denses restent simplement, on dira dans ce cas-là même que le flot est minimal. Le flot est minimal, donc, lorsqu'il n'y a que des orbites qui sont denses. Dans ce cas-là, on dira que le flot est minimal. S'il n'y a pas que des orbites denses, le flot n'est pas minimal. Donc, ce qui reste, c'est de choper un ensemble minimal. Et les ensembles minimaux que l'on croit, on pense que si ça existe, ça doit être dans l'ensemble, non, dans l'ensemble des points, ça doit être les orbites irrégulières. Ça, je n'en sais absolument rien. Il y a beaucoup de monde ici, sous la direction de Massey, des gens qui travaillent dessus, sous la direction de Françoise, avec tous ces gens-là qui travaillent dessus, l'existence donc de cet ensemble, de l'existence d'un ensemble minimal. Alors, il y a des progrès, ce que je peux appeler des progrès. Des progrès dans le sens où, j'ai parlé tout à l'heure de la thèse d'Alexandre, que je vais évoquer vite, pour arriver, puisque, comme disait la fois passée Khadim, ce n'est pas pour vendre notre travail, mais c'est pour venir l'exposer, un travail que j'avais partagé avec Massey, c'est pour venir l'exposer, donc peut-être que pour ne pas assez perdre de temps, ce que je vais faire, je vais évoquer vite le résultat d'Alexandre que je voulais démontrer, mais ça sera impossible parce qu'il y a beaucoup de résultats sur la thèse d'Alexandre. Alors, pour parler donc du résultat de Bellis, d'Alexandre Bellis, qui est aussi un étudiant de Dalbo, qui a fait à peu près à la même période la thèse que moi. Alors, je vais définir la notion de finesse asymptotique. Une notion donc qui est chère à Amadou et à Sergio. Oui, vous aussi et Mbissam, vous êtes connectés maintenant. Alors, je ne sais pas, la première définition que je donne, est-ce que ça sera une définition qui va plaire aux Riemanniens, mais je vais quand même donner parce que Sergio a donné cette définition-là. Est-ce que c'est égal, c'est exactement égal, mais c'est comme ça que nous on définit. Donc, je considère soit sigma, donc, une surface hyperbolique. Bon, fini comme infini, hein? Fini comme géométriquement fini, comme géométriquement infini. Je considère donc une surface hyperbolique. Et x, un élément donc de sigma, et x tilde, un relevé quelconque, donc relevé quelconque, le relevé quelconque de x, alors on appelle rayon d'injectivité en x la quantité f sur gamma dans gamma privé de l'identité de la distance hyperbolique bien sûr, de x, gamma de x. C'est ça que l'on appelle le rayon d'injectivité en x. Je ne sais pas, Syriac, c'est... Ouais. OK. Alors, la deuxième notion, c'est qu'est-ce que c'est que la finesse asymptotique maintenant? C'est comme ça que je note un rayon géodésique, UR+. Donc, le U, je le prends dans le fibré unitaire tangent de la surface. Et le rayon géodésique correspondant
je le note par IR+. Ça, c'est le rayon géodésique correspondante. Et donc, on appelle donc finesse asymptotique finesse asymptotique de UR+, et ça peut changer dans la littérature. Si vous voyez le papier qu'évoquait la fois passée, Landesberg, Minsky et Farr, alors, eux, ils l'appellent simplement un rayon d'injectivité le long de la courbe. Bon, c'est pareil, c'est pareil, c'est un changement simplement de terminologie. Alors ça, c'est la limite inf. Donc ça, je le note. 1 de x. Et ça, c'est la limite inf, donc, de... la limite inf, donc, de... Comment on l'appelle encore? Ça, c'est la limite inf, lorsque t tend vers plus l'infini, de 1 de ut. C'est ça, le rayon d'injectivité, donc, le long de la courbe. Ce rayon d'injectivité-là, il y a des résultats que je vais écrire très rapidement. C'est une proposition. Je vous renvoie donc pour aller vite aux thèses d'Alexandre. Et c'est calculatoire. Donc, si le rayon d'injectivité, comment on l'appelle encore? J'écris en l'envers. Bon, je vais écrire la même chose que j'ai écrit. Ça veut dire que U+ est un point conique. Les points coniques dont je parlais tout à l'heure. Les points coniques, la trajectoire revient infiniment sur un compact. Ah oui, c'est fini. Si c'est fini, excusez-moi. Si c'est fini, si U+, il est là, ça entraîne que le rayon d'injectivité est fini. Alors, si le point, la finesse asymptotique, excusez-moi, si le point est périodique, ça entraîne que la finesse asymptotique est égale à 0. La finesse asymptotique est égale à 0. Alors, si le point maintenant, il est divergent, ce que j'appelle divergent, c'est-à-dire que je ne suis pas dans l'ensemble limite, si le point est divergent, la finesse asymptotique est égale à plus l'infini. Donc, si U+ est dans ce que s'appelle l'ensemble ordinaire, la fois passée j'ai défini l'ensemble ordinaire, c'est le complémentaire sur le bord de l'ensemble limite, et dans ce cas-là, le rayon d'injectivité est égal à plus l'infini. Alors, donc, dans son travail, il lit donc le rayon d'injectivité avec l'existence d'ensemble minimal. Pour terminer avec les rayons d'injectivité, je vais dire simplement les fluides qui sont des exemples, comment on l'appelle encore, les premiers exemples ou bien les exemples naturels d'ensemble de surface géométriquement infinie. Pour ces fluides-là et ces fluides sans torsion, pour ces fluides-là, il y a une manière de calculer donc l'ensemble limite, plutôt le rayon d'injectivité. Et le rayon d'injectivité, ça se calcule simplement en disant que si je prends cette orbite-là, cette UR+ là, qui rencontre plusieurs géodésiques fermés, le rayon d'injectivité de UR+ n'est rien d'autre que la limite inf des longueurs de ces géodésiques-là que je note alpha n. Donc les alpha n, c'est ça. Alors, ce qui permet, pour ces surfaces-là, peut-être que de les classifier et de donner vraiment beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples dans le sens où, si on a d'autres points qui ne sont pas coniques
ni paraboliques, ni qui sont des points divergents, quel est le rayon d'injectivité correspondant? Donc ça donne plusieurs exemples qui veut dire qu'on n'a pas vraiment une, comment on l'appelle encore, une déséquivalence. Je veux dire, on n'a pas d'équivalence par rapport, comme on l'a tout à l'heure, classification des points limites correspond aux orbites orocycliques. Ça, nous ne l'avons pas par rapport à ces points-là. Une question sur la couche. Tu fais quelle hypothèse sur la géométrie de la couche? Aucune hypothèse? C'est une fluide géométriquement infinie. C'est une surface géométriquement infinie. Donc, tout court, la seule chose que je fais, le recollement des pantalons, il n'y a pas de twist. D'accord. Il n'y a pas de twist. Il n'y a pas de twist. C'est la seule hypothèse que je fais. Pour dire que ça c'est égal. Okay. Oui? Quel U plus? Ça. Ah oui, ça je ne l'ai pas défini. Ça c'est ce que j'appelais les points coniques. Et ces points coniques-là, ils sont inclus là. Ils sont là ils sont orocycliques. Un point conique est orocyclique. C'est un sous-ensemble d'orocyclique. Je ne veux pas, comme j'ai sauté, il y a un théorème que j'ai sauté. Je l'ai sauté parce que je ne veux pas faire d'autres classifications. Parce qu'il existe d'autres classifications. Tout ce que je vais vous dire, que si le groupe est géométriquement fini, il n'y a que des points coniques et des points paraboliques. Si le groupe est géométriquement fini, il n'y a que des points coniques et des points paraboliques. L'existence, peut-être que je ne l'ai pas dit, l'existence de points irréguliers et de points discrets, nous l'avons simplement, si et seulement si, nous sommes dans une surface, sur une surface géométriquement infinie. Donc, géométriquement infinie même, c'est une caractérisation de surface géométriquement infinie. La surface est géométriquement infinie, si et seulement si cette réunion-là est différente de vide. Si cette réunion-là est différente de vide, c'est géométriquement fini. Infini plutôt. Alors, donc, je vais afficher un peu, parce que j'ai dit inversé, je voulais commencer par le théorème. Donc, dans mes slides, je voulais commencer par le théorème d'Alexandre. Bon, ça c'est le théorème dont je parlais tout à l'heure. C'est irrégulier si c'est comme ça. Alors, voilà le théorème d'Alexandre. Le théorème nous dit quoi? Si le flot, si le rayon d'injectivité est fini, alors il existe une suite Tn qui va vers plus l'infini, tel que Gtn de U, il est dans l'adhérence de Hr de U. C'est un peu ce que vous disiez Orlandesberg, que même dans un Z de revêtement, même le rayon d'injectivité est fini. Donc on a ce résultat. En plus, ce que les Orlandesberg ont fait, c'est peut-être que sur un Z de revêtement, de pousser ce résultat-là d'Alexandre. Le résultat d'Alexandre qui dit que le rayon d'injectivité est égal à 0, ça veut dire que donc on a Gr plus, on a tout 0 plus l'infini qui est dedans. Donc son delta, le delta là qu'il marquait la fois passée, ça correspond à 0 plus l'infini. Donc on aimerait savoir, ou bien ça c'est le travail des gens qui sont là, de nous tous, mais peut-être que particulièrement d'Amadou, c'est de savoir, en fait, cet ensemble-là, l'ensemble des T qui sont dans 0 plus l'infini, tel que G de T de U appartient à HR de U, adhérence, cet ensemble-là, c'est un semi-groupe. Mais c'est quoi? C'est quel type de semi-groupe? En fait, et de essayer de classifier. Donc, peut-être que la semaine prochaine, vous allez nous dire un peu plus de ça.
Dans le cas de Landesberg, un set de revêtement, c'est un semi-groupe. C'est quoi la différence? Non, je veux dire, dans ce que Landesberg a fait, c'est un semi-groupe. Maintenant, attendons, peut-être qu'Amadou va vous dire que c'est un semi-groupe ou c'est pas un semi-groupe, ou moi je ne sais pas. C'est un semi-groupe fermé. Voilà, donc ils disent que c'est un semi-groupe fermé. Donc le reste, c'est... Voilà, merci beaucoup. Ça, cette information-là, je ne l'avais pas. Hein? Donc c'est clair maintenant que c'est un semi-groupe. Voilà. C'est bon. La description du pipeline, ça doit être un AZ ou bien du temps. Peut-être que j'ai commencé à faire autre chose, j'ai laissé les eurocycles. J'ai un ami maintenant qui m'a branché sur un autre champ. Oui. Oui. Si alors la finesse est égale à 0, tu as quoi? Le flow, la partie positive. C'est-à-dire que si tu... Oui, c'est-à-dire que vous avez l'orbite, donc le rayon, oui, le rayon donc, géodésique qui est entièrement dans l'adhérence de l'orbite. Donc ce que je disais tout à l'heure, on cherche à savoir qu'est-ce qui est dans cette adhérence-là. Oui. On cherche à savoir qu'est-ce qui est dans cette adhérence-là. Alors, la recherche, c'est ça ce qui a amené, ça c'est un. Mais ce n'est pas la seule raison. La seule raison, l'autre raison que j'ai... C'est pas la seule condition pour appartenir à l'adhérence. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est la seule condition. Il y a le fait que ça nous permet de savoir un peu plus sur ce qui est dans l'adhérence, ça c'est un. Deux, tout à l'heure, je vais parler d'ensemble limite. Et que, donc, il y a ce critère-là, qui, je vais revenir sur ce critère-là tout de suite, ce critère-là qui est un critère d'obstruction à l'existence d'ensemble limite. Ça, c'est un critère d'obstruction à l'existence d'ensemble limite. On va voir comment maintenant exploiter ce critère-là. Alors, donc je vais sortir ça. Oui, donc c'est pas grave, je vais le faire. Alors, donc, démonstration donc de cette proposition-là. La preuve de cette proposition-là, donc posons F égale à HR de U, adhérence. Et M, donc pour faciliter les notations, ça c'est pour faciliter les notations, et M maintenant est égal à GT0 de HR de U, adhérence, inter HR de U, adhérence. Je vais poser ça M. Alors, M, il est inclus dans F. On va montrer dans un premier temps donc que comment on l'appelle encore? F est invariant par G de T. Quand je fais GT0 de F, je tombe sur F. Alors, c'est la première chose que je vais faire. Alors, donc, je prends M différent de M et no vide, et F et HR minimal. Ça me permet de dire quoi? Ça me permet de dire ceci. Ça me permet de dire que si je prends un F qui est dans M, ce F-là est un S, soit donc et S qui est dans R, je vais évaluer donc HS de F, parce que c'est invariant, HS de F est dans F.
HS de F est dans F maintenant. Oui. Si tu parles d'ensemble minimum, Oui. Je dis que ça, c'est un critère d'obstruction à l'existence d'ensemble minimal. Dans quel sens ça va être une obstruction? Vous voyez que ce qui m'intéresse, ce sont les orbites irrégulières qui m'intéressent. Alors, je dis que si vous avez, comment dire, une orbite dont l'adhérence est HR minimale et qui vérifie cette condition-là, alors l'adhérence de cette orbite-là est dense. Donc, si vous prenez une orbite irrégulière et vous vérifiez ces deux conditions-là, la proposition vous dit que c'est dense. Et alors, une orbite irrégulière ne peut pas être dense. C'est en ce sens-là que c'est une obstruction. C'est une obstruction dans le sens où, si je prends une orbite irrégulière, je répète encore, peut-être qu'on a la discussion, on est allé un peu vite. Si je prends une orbite irrégulière qui vérifie les deux conditions-là que je considère que c'est HR minimal, et il y a un T qui est comme ça, alors c'est dense, ce qui est impossible. Donc, ce qu'on fait pour prouver qu'il n'y a pas d'ensemble minimal, c'est d'essayer de pousser le flot géodésique dans l'adhérence. Si on parvient à pousser le flot géodésique, de pousser un vecteur par l'intermédiaire du flot géodésique dans l'adhérence, on montre que cette adhérence-là ne peut pas être minimale. donc est-ce que tu peux assez succinct rapide de ce que tu entends par ensemble minimal ici? Prof, Qu'est-ce qu'un ensemble HR minimal? HR minimal, j'ai déjà défini ce que c'est qu'un ensemble HR minimal. Ah, d'accord. Disons qu'un ensemble est HR minimal si, comment on l'appelle encore, l'orbite de tout point est dense dans l'ensemble. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Ah, ouais, d'accord. Ouais, excusez-moi. Donc, HS de F, il est dans F. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends maintenant, je voulais vous dire que c'est ça ce que je veux montrer. Alors, je prends maintenant un F' qui est dans GT0 de F. Alors, comment dirais-je? Non, plutôt, F, il est dans M, puisque F, il est dans M, il est dans F. Donc, il existe un F' qui est dans... Il existe donc un F' donc, qui est dans... comment on l'appelle encore? Il existe un F qui est dans F. Un F, j'ai pris donc un certain F qui est dans F. Donc, je prends F, ce F-là, il appartient à C0 de F. Parce que ça, c'est CT0 de F, inter F. Alors, ceci entraîne qu'il existe un F' dans F, tel que F égale à GT0 de petit f. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remplace F maintenant par son expression. Donc, HS de F, c'est HS de GT0 de F. Alors, j'utilise la commutation entre le flot cyclique et le flot géodésique. Il y a une relation de commutation, c'est-à-dire que HS de GT, d'une manière générale, ça c'est GT rond H', si je ne m'abuse pas, avec H' qui est égal à S exponentielle de T. Je pense très bien que je ne me suis pas trompé sur l'expression. Alors, ça me permet de dire quoi? Ça permet de dire que donc HF, quand je fais HF de F, cette relation de permutation-là, c'est un CT0 HF' de F'. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, le HF' de mon HF, il appartient à GT0
de f. Nous sommes d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, tout élément, comment on l'appelle encore? Tout élément de M, il est dans F, donc M, il est dans GT0 de F. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que H, c'est un S quelconque, ce qui veut dire que HR de mon M, il est inclus dans M. HF, ça et ça, veut dire que HM, il est dans F. Il y a même une vraie, comment on l'appelle encore, une vraie égalité. Alors, ça veut dire quoi? Oui? Vas-y, 5 minutes. Ça veut dire, excusez-moi, hein, parce que peut-être que je suis allé aujourd'hui, j'ai mal pris le truc pas au bon bout. Bon, on va écouter. Donc, HR de M, il est inclus dans M, cela veut dire que M, il est invariant. Donc, M, c'est un fermé, non vide, invariant, alors que je vais comment on l'appelle encore, pris comme hypothèse que F est HR minimal. Donc, M ne peut être qu'égal à F. M égale à F, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc F égale à GT0 de F. Parce que M, c'était l'intersection entre les deux, donc M est égal à GT0 de F. Alors, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, ça veut dire simplement que F, quel que soit le cas que je prends dans Z, GT0 de K égale à GT0 K de F. Et ça, c'est GT0 K de F n'est rien d'autre qu'en venant sur le, comment on l'appelle encore, en traduisant en termes vectoriels, c'est-à-dire qu'en termes linéaires, ça veut dire simplement que nous avons ceci, que GT0 de K, si je prends GT0 K de V, il appartient à mon F. Et ça veut dire quoi? En traduisant en termes vectoriels, linéaire du tout, ça c'est une adhérence, donc il existe donc une suite. Il existe une suite Sn que je vais noter Sn de K pour tout K, tel que je peux dire HR de Hn de K de V converge vers G0K de V. Ça c'est dans l'adhérence. Ça c'est l'adhérence. Alors, qu'est-ce que je fais après? Maintenant, ce que je fais très rapidement, c'est d'aller dans en traduisant donc en termes du point de vue linéaire, donc. Et si je traduis en termes du point de vue linéaire, donc on a l'existence d'une suite gamma n de K qui est dans gamma tel que j'ai gamma nk de mon V, ça converge vers phi de G K0 de K, T0 de K de mon V. V tilde. Ça correspond à V tilde et ça c'est V tilde. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est de dire quoi? C'est de dire que gamma n K de V converge vers exponentielle de T0 K sur 2 de V. Alors, ça veut dire quoi? Si je prends donc les normes de ça converge vers norme de ça.
Et si je fais tendre maintenant, bon, je suis en train de faire tendre K, c'est K qui varie ici. Oui. Et alors, maintenant, si je vais tendre K vers moins l'infini, j'obtiens que ça, c'est égal à 0. Et c'est égal à 0, ça veut dire que donc, simplement, c'est dense. Ça, je l'avais dit, c'est dense. Hein? La limite? Attendez, je reviens à vous. C'est ça ce que je veux utiliser. Oui. Il va falloir essayer de conclure puisqu'il a eu l'heure. Oui, oui, excusez-moi. Après, à deux mots, on va discuter. C'est ça ce que je veux utiliser. Pour dire que le 3 équivaut à 1. Si j'ai une suite comme ça, gamma n de V, qui tend vers 0, ça veut dire que le point est eurocyclique. Et si c'est eurocyclique, c'est dense. Oui, c'est ça ce que je veux utiliser. Voilà. Bon, excusez-moi, aujourd'hui, j'ai... Oui. Pour prendre des questions. C'est quoi la conjoncture? Ouais. La conjoncture, c'est que Alexandre avait montré, et peut-être que la première chose, c'est de reprendre la preuve, parce que la preuve, il y a des problèmes. Je pense très bien que la preuve, c'est qu'il existe une surface hyperbolique géométriquement infinie et un U qui est dans le fibré unitaire tangent. T'as dit infini et infini. C'est filmé, hein? Non. C'est pas grave, mais moi, si je dis surface hyperbolique, ça c'était pour vous. Si je dis surface hyperbolique, en général, dans ma tête, c'est infini. Oui. Donc, si je prends I qui est dans... Il existe donc une surface géométriquement infinie, tel que le rayon asymptotique, la finesse asymptotique est égale à 0. Comment on l'appelle encore? Et l'orbite, comment on l'appelle encore? L'orbite eurocyclique est entièrement dans la variété fortement stable. Donc, dans la variété fortement stable. C'est ça ce que Alexandre a montré. La conjoncture que je suis... conjoncture, une question que je pose, c'est que si le rayon d'injectivité est égal à 0, si et seulement si HR de U est égal à ça. Donc, il y a toutes les conditions, peut-être que pour montrer, hein, et inclus et strictement. Inclus et strictement, dedans. Égal 0, et strictement. Parce que ce qu'il faut savoir, si le rayon d'injectivité est strictement positif, c'est... L'existence, il existe une surface. Il montre qu'il existe une surface qui a... Il existe une surface. Ce n'est pas toutes les surfaces, mais il existe une surface. Qu'est-ce que c'est la variété fortement stable? C'est l'ensemble des points qui s'approchent. Oui, qui s'approchent telle que la distance, donc... La distance, c'est la distance hyperbolique, quoi. Oui, la distance hyperbolique. De U de T, V de T, tend vers... Oui. Qui est hérité de la métrique hyperbolique. Oui, sur le fibré unitaire, tangent. Non, mais je veux dire, Oui, sur le fibré, oui. Mais si on a ça, je ça ne vois utilise pas la métrique là-dessus. comment les eurocycles ne sont pas des trucs stables. Quand on a ça, là, la proposition HS, la commutation entre GT et H. Oui. Oui, mais ça, c'est en fait, c'est dans une situation où, si tu l'as, on a une, comment on l'appelle encore? On essaie d'avoir donc une, comment on l'appelle encore? La non-existence d'un ensemble limite. Ah, ok. Oui. C'est bon? Oui. Question, s'il y en a.